Bonjour chers téléspectateurs de Africa Television, vous êtes connectés aujourd'hui dans l'émission qui parle de technologie, de l'avenir de l'Afrique sur le plan technologie et scientifique, à savoir FinTech, et vous faites bien. Aujourd'hui nous avons un invité très spécial qui nous vient de l'autre côté du vieux continent, c'est-à-dire de l'Allemagne. C'est notre frère, vous savez probablement, vous avez probablement vu sur beaucoup de plateaux de télévision, quelqu'un de très courtisé, de très sollicité à cause de ces analyses politiques qui sont extrêmement pointues. Chers téléspectateurs, nous avons déniché pour vous aujourd'hui Wilfried Ekanga qui nous a fait l'honneur d'être sur Africa Television. Bonjour Wilfried et bienvenue. Bonjour Delvaris, merci de me recevoir dans ce plateau. Je suis très honoré aussi pour la présentation que tu as faite de moi. On va juste corriger en disant, je ne viens pas de l'Allemagne, je viens du Cameroun. Je me suis exilé pendant quelques temps pour étudier, pour comprendre les relations internationales, et le pays qui est mon ADN, qui est mon moi, n'est pas sorti, et c'est pour ça qu'une fois au pays, j'essaie de me rendre utile comme dans la plateforme actuelle et d'apporter ce que j'ai à apporter dans les sujets que j'ai cherché à comprendre. Et justement, merci infiniment de me corriger sur cet aspect-là parce que la philosophie que vous avez, c'est celle que nous développons sur Africa Television et même sur d'autres produits que nous développons, c'est-à-dire le Africa Coin, c'est que les Africains qui quittent le continent africain n'oublient pas d'où ils viennent. Donc tu es un exemple à suivre. Mais maintenant, nous avons une question fétiche. Vous savez, Wilfried, beaucoup de personnes vous voient sur les chaînes de télévision. Beaucoup de personnes vous entendent sur Internet. Vous écoutez à la radio. Mais au fond, peut-être que c'est une question qui ne vient pas d'habitude. Ces personnes savent qui est Wilfried Ekanga. S'il vous plaît, Wilfried, excusez la tautologie, qui est Wilfried Ekanga? Bon, on ne va pas faire dans la démagogie, dans la bureaucratie. Je vais essayer de présenter de façon sommaire qui je suis. Un jeune Camerounais qui a fait ses études primaires et secondaires au Cameroun et qui, par un hasard des choses, sur le concours de langue que j'ai fait à l'Institut Goethe, j'ai obtenu une petite bourse de cours de langue qui m'a donné l'occasion de profiter une fois de prolonger mon séjour là-bas pour étudier. Et donc je me suis intéressé aux relations internationales. Disons que le projet de départ était de voir comment l'Europe a procédé pour atteindre le développement actuel et apporter les réponses à l'Afrique. Donc une fois sur place, parce qu'on dit voilà, c'est une sorte de stage, le stage d'une vie. Vous êtes sur place, vous voyez comment les autres ont procédé. Évidemment, j'ai découvert énormément de choses qui ne cadraient pas avec les aspirations que j'avais au départ. Je pensais que d'un côté, on avait la gentille Europe courtoise et éthique qui avait suivi une voie de développement et que l'Afrique, voilà, s'était résignée et avait suivi le mauvais chemin. Mais sur le fait, dans le réel, je me suis rendu compte qu'il y avait une corrélation entre les deux continents et que l'Europe, d'une certaine façon, avait sa part de responsabilité à la réalité africaine actuelle. Cela dit, malgré la fameuse part de responsabilité, il est important de savoir dénicher ce qu'on dit le bon grain de livret. Donc, comment les autres ont procédé, comment est-ce qu'ils y sont? Quel est le bien dans ce qu'ils ont fait, même dans ce qu'ils ont fait de mal, quel est le bien du point de vue technologique, du point de vue industriel, qu'est-ce qu'on peut prendre? C'est ainsi que la Chine, par exemple, a procédé pour accéder à son développement actuel. Et dans cette logique, quand j'ai commencé à découvrir, à récolter des informations, à rechercher comme ça, je me suis dit, pire que le fait de ne pas avoir l'information, est le fait de ne pas diffuser l'information. Tout le monde ne va pas chercher, tout le monde ne va pas lire, tout le monde ne va pas apprendre, tout le monde ne va pas connaître. Donc il est important que ceux qui connaissent, ceux qui savent, partagent cette information-là avec les uns et les autres. Je me suis donc servi des réseaux sociaux pour, en guise de plateforme, parce que quand vous êtes inconnu, vous utilisez les moyens dont vous disposez. Des réseaux sociaux, notamment Facebook, que je compare toujours comme un couteau. Le couteau, il n'est ni fondamentalement bon, ni fondamentalement négatif. Tout dépend de l'usage que vous en faites. Si vous transformez, si vous invitez vos amis et vous cuisinez, le couteau devient un élément très utile qui vous permet de préparer un festin copieux. Mais si vous décidez d'assassiner quelqu'un, le couteau devient une arme de crime. Et donc, dans la même logique, les réseaux sociaux, c'est cela. On y trouve de tout, c'est un imbroglio, c'est un melting pot, et chacun détermine ce à quoi cela lui sert. D'autres vont pour s'amuser, d'autres vont pour diffuser de la désinformation, d'autres vont pour des fins propagandistes, pour des aspirations personnelles. Moi, j'ai dit, je vais y aller pour simplement partager ce que je me suis appris à moi-même à côté des études conventionnelles. Donc, à partir de ce moment-là, la grande chance que j'ai eue, c'est celle-là, c'est que peut-être par une capacité naturelle à diffuser l'information, je ne sais pas, mais en tout cas l'écho
a été positif aussi bien en Allemagne qu'en France, en Belgique, en Italie, dans les communautés africaines qui y résident, que ici au Cameroun. Ça fait quelques jours que je suis là et vous l'avez dit, je suis le premier surpris, en tout cas j'en suis le premier heureux. Les invitations sur les plateaux télé ou radio fusent en quelque sorte et je suis très content de voir que je n'ai déçu personne jusqu'ici. Ce n'est pas facile quand on a des millions qui vont vous regarder, qui ne vous connaissent pas. La première impression est toujours importante. Il ne faut pas qu'ils se disent après, mais qui est cet individu, qu'est-ce qu'il raconte comme ineptie, etc. Donc c'est cela. Alors je me désigne en premier lieu, enfin on me désigne comme un analyste politique, mais moi je me désigne comme un fou qui a vraiment l'audace de penser que l'Afrique, malgré l'énorme chantier qui est devant nous, malgré son piteux état actuel, va dans un avenir proche, avec le concours de ses enfants quasi exclusivement, va se redresser et atteindre, voire dépasser le niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui les grandes puissances. Très bien. En fait, Wilfried, vous faites allusion tout à l'heure à un aspect qui nous intéresse particulièrement. Quand vous faites l'ensemble des Africains, l'Afrique peut s'en sortir quand les enfants de l'Afrique vont se mettre ensemble pour pouvoir l'aider à son développement. Je vous paraphrase en quelque sorte. Une manière de dire que si les Africains partent de manière dispersée, de manière individuelle, il y a des chances qu'il y ait des échecs. Mais si les Africains se mettent ensemble, cela peut nous permettre de sortir, de voir le bout du tunnel. Et justement, cela nous fait penser à un concept économique qui est un peu récent pour certains pays francophones, mais qui est relativement ancien dans des pays anglo-saxons, à savoir le crowdfunding ou le financement participatif. Parce que par rapport à un certain nombre de projets, l'on s'est rendu compte que si les Africains se mettent de côté, ça va être très difficile qu'ils atteignent les objectifs. Mais s'ils se mettent ensemble, ils peuvent facilement atteindre les objectifs. Si je peux vous demander en termes simples, peut-être que vous avez vécu un exemple, qu'est-ce que le financement participatif, Wilfried? Le financement participatif est simplement l'appel à la participation de sa communauté dans la réalisation d'un projet donné. Évidemment, cela exige que le projet soit solide, que le projet soit convaincant. Disons, pour faire simple, c'est demander de l'argent à plusieurs personnes. Mais ce n'est pas demander de l'argent en termes de mendicité, c'est demander de l'argent pour un projet qui va servir à ces personnes-là elles-mêmes, même si sur le coup, elles ne s'en rendent pas compte. Ou alors, demander de l'argent, par exemple, parce que, bon, peut-être exclusivement pour soi, mais parce qu'on a besoin de réaliser un projet qui, peut-être à long terme, pourra malgré tout profiter aux autres. Par exemple, pour mon voyage en Afrique, en guise d'illustration, comme on dit, l'activisme politique ne rend pas riche. Ce qui rend riche, c'est l'entrepreneuriat. Ce que nous faisons, c'est un sacerdoce, c'est un dévouement, et ça passe par beaucoup de coups que vous prenez, par beaucoup d'aléas de la vie que vous devez subir, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan public. Et voilà, vous n'avez surtout pas d'argent. S'il y a bien quelque chose qui vous manque, c'est cela. Donc je me suis dit, j'ai les idées, j'ai pas d'argent. Peut-être les autres ont de l'argent, ils n'ont pas d'idées. Alors on va faire une sorte de jeu politique. On va dire, je vais aller en Afrique. Parce que le combat se mène sur le terrain. Quand bien même on serait célèbre dans la diaspora, on serait connu par quelques milliers de personnes, pendant que les millions de personnes, de compatriotes que nous avons se trouvent en Afrique, le milliard de personnes, d'Africains se trouvent en Afrique. Donc l'endroit où il faut agir en priorité, c'est le continent africain. Alors, je voulais y aller sur le continent africain dans les plus brefs délais. Je ne voulais pas attendre que mes maigres économies permettent un billet d'avion. Alors j'ai dit, en raison de la relative notoriété dont je jouis sur les réseaux sociaux, j'ai dit, on va donc amener ces gens-là qui m'écoutent, qui pensent que ce que je dis est pertinent, qui y trouvent du crédit, qui pensent que je suis une chance pour l'Afrique, que j'ai des choses à apporter, voilà. Et qui se disent parfois même comment je peux faire moi pour participer, moi qui ne sais pas parler comme toi, ou ce genre de choses, moi qui n'ai pas la même culture, le même courage et la même verve que sais-je encore. Alors j'ai donné cette possibilité-là justement dans une relation d'équilibre à ceux à qui je donne, de me permettre de recevoir aussi à mon tour. J'ai donc élaboré ce fameux crowdfunding qui m'a permis justement de financer mon billet d'avion pour venir, mon voyage notamment. Et l'intelligentsia, vous voulez que le Camerounais lambda, qui fait 90% de la population, qu'il vous écoute, qu'il s'imprègne de votre message et qu'il s'en sert pour faire évoluer la nation. Donc, grâce à cela, j'ai pu venir. Si on avait évolué en rang dispersé, si je m'étais dit je vais y arriver tout seul, ou si les autres s'étaient dit bon, de toute façon, on va pas l'aider à y arriver, ben, nous aurions tous perdu. Je ne serais pas là, je serais encore en Europe à faire des live Facebook ou des Skype, à parler à quelques dizaines, centaines de personnes et à penser que le message porte, alors que c'est ici en Afrique que le véritable combat se joue. Donc c'est un peu ça le crowdfunding, le financement
participatif, c'est voilà, financement participatif, c'est pas un financement donateur, genre par gentillesse, on fait un don à quelqu'un qui va, pour ses besoins personnels, couvrir ses envies ou je ne sais pas. C'est plutôt quelque chose où on dit, c'est la construction de la communauté, c'est la construction du pays, c'est la construction du continent. Donc, je participe, je donne ma part. Vu que j'ai ce que lui, il n'a pas, il a ce que je n'ai pas. C'est la somme de nos différentes possibilités qui permet d'atteindre un but. Et voilà, c'est tout simplement ça. Maintenant, il n'y a pas que le crowdfunding financier, le crowdfunding idéologique, le crowdfunding intellectuel, où les idées, on s'échange des idées, on s'échange les potentialités, on s'échange les talents, on s'échange aussi un peu comme lorsque vous construisez un avion, et l'A380, le plus gros avion de ligne actuel construit par Airbus, vous avez, on va vous dire, le fuselage est monté en Allemagne, les ailes sont construites en Espagne, la Grande-Bretagne fournit les moteurs, et ainsi de suite. En fait, le cumul des compétences permet à la fin, après assemblage, d'avoir cet engin qu'on appelle avion, mais qui n'est qu'une succession de pièces détachées, qu'un amoncellement de pièces détachées mises ensemble. Exact. Justement, vous avez bien fait de souligner que les analyses politiques, ça rend pas riche, c'est l'entrepreneuriat. Et justement, il y a des personnes, un groupe d'Africains de la diaspora, beaucoup étant hors du continent africain comme vous, certains étant sur le continent africain, ont aussi lancé une opération de financement participatif que l'on appelle le FRICACOIN. Et justement, vous avez pris l'exemple pour vous, le but pour vous, votre financement participatif, c'était peut-être votre billet d'avion pour venir sur le continent africain, faire le grand travail pédagogique que vous faites au niveau des populations. Et pour ce groupe de personnes, l'équipe FRICACOIN, elles ont lancé le FRICACOIN, qui est un mécanisme de financement participatif, pour mettre en place plusieurs projets, parmi lesquels celui qui est phare, c'est PK Mobile Money, qui est une plateforme de transfert d'argent sur le continent africain. C'est vrai, beaucoup d'études démontrent clairement que l'un des secteurs les plus porteurs du continent africain, c'est le transfert d'argent. Est-ce que vous pensez que les Africains qui sont de la diaspora peuvent aussi se mettre ensemble pour financer les grands projets sur le continent africain, tout comme certains sont mis ensemble pour pouvoir financer votre billet d'avion pour l'Afrique? Comme j'ai dit tout à l'heure, la condition sine qua non quand on fait un crowdfunding, financement participatif et non donateur, c'est la crédibilité du projet. C'est clair que voilà, nous sommes habitués au canaux conventionnel. Nous avons la Western Union Company qui date de la fin du 19e siècle. Nous avons, c'est un temps MoneyGram. En fait, on a des structures de transfert, on va dire, traditionnelles. Classique. Oui, classique, c'est-à-dire la population s'y est accommodée. Et maintenant, quand on intègre le marché avec de nouveaux créneaux, surtout africains, il faut démontrer à la population pourquoi y arriver. Dans le domaine de l'économie, par exemple, dans le domaine de l'économie de vente, l'économie d'exportation, les Chinois ont trouvé un modèle pour commercialiser leurs produits tout nouveaux au détriment des produits européens, et la méthode était par exemple d'évaluer la monnaie, de baisser le prix, et ça permettait aux produits d'être plus alléchants malgré la qualité relativement faible en comparaison, si on va dire du moins à leur début. Donc dans le même ordre d'idées, il faut qu'ici, lorsqu'on a un nouveau projet comme ça qui entre en jeu et qui va venir s'insérer dans le marché avec ces mastodontes que je viens de mentionner qui sont déjà présents, il faut qu'on donne à la population la raison pour laquelle on veut qu'elle y accède. Les raisons peuvent donc être d'abord idéologiques parce que c'est un projet africain. C'est porté par les Africains. C'est très important. Les Africains? Pour les Africains, il est très important que les Africains, pour entrer dans l'histoire, puisqu'un certain 26 juillet 2007, Nicolas Sarkozy disait sur le sol africain que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, et ça ne sert à rien de s'indigner verbalement et de dire voilà, il doit changer d'excuse, il doit s'excuser. Et tout, si une personne ne vous aime pas, quand bien même elle s'excuserait de vous avoir manifesté sa haine, c'est même au moment de l'excuse qu'elle fait preuve de malhonnêteté. Si en vous disant qu'elle vous hait, qu'elle aura été le plus ouvert, le plus honnête envers vous. Donc ce n'est pas par la supplication qu'on va réussir à s'établir sur le plan sur l'échiquier mondial, c'est plutôt en montrant par les actes, par la réalisation pratique, par la réalisation technique, que justement nous avons pas seulement l'histoire de l'Afrique et tout, mais nous avons des compétences dans les domaines qui portent aujourd'hui la technologie, l'industrie, la mécanique, le numérique, le financier, et le financier électronique, le cas échéant. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut leur donner ces possibilités-là. Et lorsqu'on a, bon, je ne sais pas si je vais vite en besoin, mais en tout cas, lorsqu'on a
la perspective du FreeCaCoin, la perspective de ce qu'on appelle la crypto-monnaie, la monnaie cryptée, mais qui n'est pas si cryptée que ça, qui est une version électronique de la monnaie liquide, une sorte d'alternative, de pendant de ce qu'on a aujourd'hui un peu partout, aux côtés des Western Union, MoneyGram, Orange Money et tout, une simple version africaine de tous ces éléments-là, qui peut même permettre à long terme de supplanter les problèmes monétaires que nous avons aujourd'hui. Dans ces enjeux-là, une fois on les présente comme ça aux Africains, on leur dit voici, au-delà du fait que c'est africain, voici les solutions, voici les enjeux que cela présente, voici les apports que cela nous amène. Donc voilà, maintenant présenter le tout de manière convaincante, de manière factuelle, pour que l'Africain se sente en sécurité, parce que pour l'instant, le scandale auquel nous avons affaire, c'est que la confiance de l'Africain réside en celui qui n'est pas africain, oui, par rapport à son vis-à-vis continental. Justement. Et vous soulevez, vous touchez un aspect qui est vraiment important et aussi riche en symboles. Parce que quand vous soulevez cette parole, il y a quelques années du président Sarkozy, en terre africaine, sur la terre du Sénégal, le Cheikh Anta Diop, disant clairement que l'Afrique n'est pas seulement entrée dans l'histoire. Peut-être qu'il faisait allusion à un certain nombre d'entreprises, de très grandes entreprises, dont très peu sont les Africains. Mais par le financement participatif, vous démontrez bien que si les Africains se mettent ensemble, ils peuvent rentrer dans l'histoire, même en matière de crypto-monnaie. Justement, nous remarquons, peut-être que vous avez remarqué que ce soit aux États-Unis, au Japon, en Russie, en Corée du Sud, c'est encore à peine la semaine dernière, l'État a pris des mesures pour régulariser le marché de la crypto-monnaie. Est-ce que vous pensez que c'est sage que la plupart des grandes puissances puissent prendre des dispositions pour encadrer la crypto-monnaie et que sur le continent africain, que parfois on a l'impression que le continent croise les bras à attendre que les gens quittent ailleurs pour venir développer chez eux? Est-ce que vous pensez que c'est logique cela, Wilfred? Rien n'est logique dans cette constellation en Afrique, parce que les décisions économiques, les décisions infrastructurelles, voire même les décisions sociales qui concernent l'Afrique sont souvent prises par des entités non africaines. Le président Macron était au Niger et il disait qu'il n'est pas normal d'avoir 7 à 8 enfants par femme. On veut même décider de la sociologie démographique dans nos pays. Si à l'Afrique de décider, si au Niger de décider, par exemple, c'est le pays aujourd'hui avec le taux de natalité le plus haut du monde, c'est 7 à 8 enfants, c'est 7 enfants par femme en moyenne. Ce n'est pas un problème en soi, si tant est que les richesses sont équitablement distribuées, tant il est vrai que le Niger est un pays très riche, et ce n'est donc pas un pays étranger qui, soit dit en passant, est pilleur du Niger et donc co-responsable du mécanisme d'appauvrissement actuel, de venir donner ces leçons-là. Et dans le volet économique, on a les mêmes problèmes dans le volet économique que sur la monnaie que nous utilisons actuellement en Afrique centrale, par exemple le franc CFA. Elle est encore gérée par cette même France. Même les monnaies des pays d'Afrique anglophones sont, quand même si elles sont, on va dire, quasi totalement indépendantes, la fabrication, l'impression parfois se fait sur le sol de l'ancienne puissance coloniale, c'est encore un peu problématique. Donc il faut que justement, à l'instar de ces grands pays, que les pays en Afrique prennent leur souveraineté économique, leur souveraineté financière. Et sur le volet de la crypto-monnaie, vous demandez si ce n'est pas scandaleux. Évidemment, c'est scandaleux. C'est d'autant plus scandaleux que l'Afrique, quand on parle de crypto-monnaie, n'en serait qu'à sa deuxième phase, quand les pays que vous avez cités sont à leur troisième phase. Parce qu'après la monnaie liquide, la monnaie liquide, on est passé à la monnaie électronique, la monnaie structurale. Voilà, le code est écrit, la carte bancaire et tout, parce qu'on a dit, voilà, on va pas, quand on a 1 milliard, se balader avec des liquidités ou les cacher quelque part. Donc on va crypter même des gens, on va dire, les liquidités en les écrivant sous forme de chiffres. J'ai vendu ma maison, on m'a donné 1 milliard, mais au lieu d'imprimer 1 milliard, le programme informatique me permet, voilà, débloque le chiffre 1 milliard et ça permet à ce que, si je le désire, on peut me donner tous les biens du monde de la valeur de l'argent que je possède, comme si je les avais en liquide, sans même que je n'ai eu à sortir le moindre billet. Et maintenant, ils sont sur la phase 3 où ils se sont dit, à l'instar de ce qu'ils font déjà même en Afrique avec par exemple Orange Money, on va créer maintenant la crypto-monnaie qui va certainement, un peu comme la bancarisation, s'implanter au fur et à mesure, s'implanter de plus en plus et peut-être être démocratisée à l'échelle des transactions bancaires aujourd'hui, parce que le monde obéit à un dynamisme, le monde n'est pas figé. Il n'y a que chez nous en Afrique, je ne veux pas caricaturer ou faire une insulte à notre propre intelligence, mais parfois il y a vraiment qu'en Afrique on voit une communauté qui se complaît dans le statu quo et qui se dit, bon, étant donné que je ne vois pas fondamentalement les problèmes du mécanisme monétaire actuel, je me dis qu'on peut rester dans le système. Supporter. Voilà.
Or, les autres, supporter même, c'est dire qu'on est conscient des mécanismes néfastes, mais on prend sur soi. Or, en fait, on n'en est même pas encore, pour la grande majorité des Africains, malheureusement, en tout cas en zone franc, on n'est même pas encore à la phase du fait de supporter, on est plutôt à la phase du fait de vivre avec, parce qu'on ne se rend même pas encore compte que c'est problématique. Quand les autres se sont déjà projetés vers l'avant en disant le monde n'est pas figé, quand la carte bancaire est venue, peu de gens l'utilisaient, les gens étaient même réticents parce qu'on se disait mais qu'est-ce que c'est que ça moi si vous me dites que je n'ai plus mon argent liquide et que c'est sur cette carte... Un petit papier là. Comment vous dites qu'un milliard sur cette micropuce, là c'est impossible. Mais ils ont fini par s'y habituer, par y adhérer parce qu'ils ont compris le mécanisme et aujourd'hui ils se disent bon, la crypto-monnaie avec les avantages, les prérogatives d'indépendance financière que ça apporte même, on se débarrasse de la carte bancaire, on se débarrasse par exemple du taux de change quand on va d'un pays à un autre. Si la crypto-monnaie obéit à la logique de l'euro actuel, où c'est une monnaie commune, ou du franc CFA, de la zone CEMAC où c'est une monnaie commune, mais on peut justement, même quand on passe d'une zone à une autre, c'est-à-dire où on n'a pas de taux de change au niveau des valeurs, c'est comme si vous avez une pièce de monnaie qui vaut, si la pièce de monnaie a la valeur d'un micro au Cameroun, elle vaut aussi un micro en France. Sénégal, donc, partout. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin de passer par les guichets bancaires et tout, et de perdre de l'argent sur les frais de transaction, ou encore sur le taux de change simplement quand il faut changer avec une devise étrangère. Donc voilà, ils se sont dit, aujourd'hui sont en train de se dire, voilà, on est en train de passer de la bancarisation à ce niveau 3 là, mais les Africains en sont encore au niveau 1, la monnaie liquide. Et bon, étant donné que c'est une possibilité, on peut se dire, allons au volet de la bancarisation, on peut aussi se dire, étant donné que la bancarisation, bon, elle est déjà là, ça ne changera pas grand-chose. On peut passer directement de la phase 1 à la phase 3. C'est comme avec l'iPhone. Il y a certains qui n'ont pas eu l'iPhone 1, mais qui, voilà, naissent une époque, il y a déjà l'iPhone 8. Ils ne vont pas aller étape par étape en prenant le 1, le 2 chaque année, le 3, et attendre le 8. Ils vont dire, bon, l'iPhone 8 étant déjà là, on va acheter l'iPhone 8 parce que bon, il est arrimé à l'évolution technologique actuelle. Donc sur la crypto-monnaie, les Africains aussi, justement, je présume d'ailleurs que c'est ce que vous proposez, c'est ce que vous suggérez, c'est ce que vous apportez, que les Africains se disent, on était à la monnaie liquide, maintenant non, on va passer à l'étape supérieure et annihiler directement les effets de la monnaie liquide qui sont parfois partagés avec la monnaie bancaire en adoptant la crypto-monnaie qui justement n'obéit pas au taux de change, n'obéit pas aux fluctuations conjoncturelles, aux fluctuations financières, n'obéit pas voilà, à ces différentes devises là à travers les pays. Donc oui, les États que vous avez cités en Occident ont commencé à élaborer des politiques dessus, ont commencé à, évidemment on n'a pas encore les détails, les projets sont embryonnaires, même s'ils sont avancés, mais en tout cas les États, c'est de bonne guerre parce que ça ne va pas être facile, il va falloir trouver le juste milieu entre la façon dont les États ou les banques centrales, si on veut, gèrent actuellement la monnaie et la capacité de ces États ou de ces banques centrales à accepter d'abandonner notamment la souveraineté sur l'impression, la régulation du taux de change, la régulation des marchés financiers, à accepter d'abandonner cette souveraineté-là au profit voilà, d'un système de change, d'un système monétaire basé sur les individus, en fait, dont la souveraineté est partagée dans un pays d'1 milliard d'individus, par exemple, par les 1 milliard d'individus, sans banque centrale, sans organisme central qui est censé, qui est chargé de le gérer. Ok. Et justement, vous avez soulevé un aspect qui est très important tout à l'heure. Vous avez souligné le fait que certains dirigeants, certains responsables sur le continent sont sous pression des personnes ailleurs, qui les encouragent ou alors qui les incitent à prendre des décisions qui sont parfois en défaveur du continent africain. Mais dans le cas précis du mécanisme de financement qui est le FRECACON, il s'avère que ce ne sont pas les gouvernements. Ce sont des Africains qui sont allés à l'école, qui ont appris beaucoup de choses, mais qui se sont dit, nous n'allons pas laisser notre continent périr. Qui se sont dit, notre continent a déjà été trop martyrisé. Nous venons sur le continent, nous n'allons pas laisser que le Bitcoin se développe ailleurs, que l'Ethereum se développe, que tout se développe ailleurs et que le continent, nous n'ayons pas la nôtre. Et ils ont créé la crypto-monnaie. Est-ce que vous pensez que, en dehors des gouvernements, en dehors des responsables étatiques, qui sont parfois critiqués par la population, est-ce que vous pensez que les populations africaines que nous sommes avons une responsabilité à prendre? Si oui, comment devons-nous la prendre? En suivant par l'exemple de ceux des promoteurs, par exemple, du FRECACON, qui se sont dit que les États africains soient avec nous ou pas, nous avons une responsabilité envers le continent. Nous allons prendre ces responsabilités. Ce qui n'est pas si différent de vous. Par exemple, quand vous venez sur le continent africain, ce n'est pas un gouvernement qui vous y a invité. Ce n'est pas un gouvernement qui vous soutient. Mais vous vous dites, moi, Wilfried, j'ai une responsabilité envers le continent
et je prends mon bâton de pèlerin, je vais faire mon action pédagogique. À votre avis, comment d'autres volets de la population, d'autres strates de la population peuvent être sur cet exemple? Ça obéit à ce qu'on appelle le développement ascendant, le développement qui part du bas vers le haut. On ne se demande plus aujourd'hui qu'est-ce que l'État fait pour nous, mais qu'est-ce que nous aussi nous pouvons faire pour nos pays, qu'est-ce que nous avons à apporter. Parce que dans l'inconscient collectif, l'État est présenté comme le président de la République et son gouvernement. Or, l'État et le président de la République sont le président de la République et son gouvernement sont justement le gouvernement. Maintenant, il y a la population et c'est la somme des deux qui forme l'État. Donc, la défense de la patrie et la construction nationale est un devoir qui incombe à tout le monde. Si l'État a le droit de protéger le citoyen, ça veut dire que le citoyen a des devoirs envers l'État en retour. Donc, c'est à chacun d'élaborer un projet comme ça et quelque chose qu'il a à apporter. Maintenant, il faut justement s'assurer d'être dans une logique de non-confrontation avec l'État, ou quand même il y a confrontation, c'est une logique de confrontation d'idées. Lorsque vous avez des acteurs qui créent de la société civile, qui créent la crypto-monnaie par exemple, et qu'on sait qu'on est dans un État justement avec une banque centrale qui est chargée comme seul organisme chargé justement d'imprimer de l'argent, de fabriquer de la monnaie, il faut justement que les initiateurs de ce projet se régule avec l'État, avec la Banque centrale s'organise. Et justement, dans cet aspect-là, allant dans le sens de ce que vous dites, et justement, par exemple, je beaucoup parlé, pour le FRECACON, par exemple, c'est avec beaucoup d'honneur que les responsables du FRECACON ont été invités par pratiquement tous les États de la zone CEAC au sommet de l'économie numérique qui s'est passé à Yaoundé en tant qu'experts du domaine. Et leur expérience a été partagée et leur conseil a été écouté par le gouvernement. Donc, pour dire que les États aussi africains tendent l'oreille du côté des promoteurs, par exemple, du FRECACON, des administrateurs, de l'équipe FRECACON, parce que les États, après enquête, se rendent compte que le FRECACON, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux et qui a beaucoup d'expérience qu'ils peuvent tirer du FRECACON. Oui, parce que vous êtes dans la confrontation d'idées et non dans la confrontation dans une logique belliqueuse. Exact, pas de bellique, oui. Vous ne tentez pas de créer un État dans un État, un État parallèle, de se substituer à l'État. Vous essayez d'apporter quelque chose justement... Pour le bien de la population, en guise de réponse aux difficultés que nous avons aujourd'hui. Nous avons par exemple le fameux franc CFA pour le cas de l'Afrique, vous avez parlé de la CIAC, parlons surtout de la CEMAC, parce que bon, Sao Tomé et Principe, par exemple, sont dans la CIAC mais pas dans la CEMAC. Et donc on a une logique où vous imaginez, lorsque vous avez... quand on parle de la parité fixe du franc CFA à l'euro, par exemple, si vous avez un franc CFA égal à 1 euro égal à 1 dollar, et que les Européens décident un jour que, bon, on va dévaluer l'euro, maintenant, 1 dollar équivaut non pas à 1 euro, mais il y a 2 euros, parce que l'euro a baissé la valeur. Donc maintenant, le franc CFA qui était aussi égal, on imagine un monde où toutes les monnaies valaient au départ 1, 1, 1. Le franc CFA qui est aussi égal à 1 dollar devient égal à 0,5 dollars parce que 1 dollar vaudra 2 francs CFA à cause de la parité fixe. Et donc, lorsque vous avez la fameuse crypto-monnaie, vous annihilez déjà ces différences-là, en ce sens que, bon, le principe devient universel, le mécanisme devient partagé par... C'est plus juste, en réalité, un peu plus juste quand même. Oui, bon, l'unité de mesure, l'unité de valeur que j'ai en zone franc est la même unité qu'un objet vaudra maintenant, on va dire, aux États-Unis. Donc, on n'est plus soumis comme ça bêtement aux variations du taux de change de l'euro, alors que l'économie de l'euro n'a rien à voir avec l'évolution de l'économie de la zone franc. Et donc, les fluctuations conjoncturelles ne devraient rien avoir les unes envers les autres. Donc, c'est important que vous ayez fait ça, c'est important que vous ayez apporté ces suggestions-là à l'État. Et c'est comme ça qu'on devrait procéder de toute façon. C'est comme ça que l'initiative d'un citoyen, d'un acteur de la société qui a un projet devra se présenter. Elle doit compléter le travail de l'État, elle doit compléter les manquements d'un État, elle doit apporter les réponses que l'État, en tant que gouvernement, n'a pas apportées. Et voilà. Donc, maintenant, il y a un mécanisme de pédagogie absolu qu'il faut faire autour. Il faut éduquer la population au mécanisme de fonctionnement de cette entité. Parce que l'une des raisons pour laquelle certains projets ne fonctionnent pas, c'est du fait de leur opacité, du fait on va caricaturer du flot qui règne autour. Le projet a beau être bon, mais devant le manque de volonté ou parfois même l'incapacité, heureusement que ce n'est pas votre cas, des acteurs à expliciter de quoi ils retournent, à expliciter en quoi est-ce que ça peut apporter des avantages, le projet finit par capoter. Donc, d'une certaine façon, étant donné qu'aujourd'hui l'Afrique francophone, ouest et centrale mène un combat farouche contre la vassalisation monétaire dont nous faisons l'objet à travers la France, ce mécanisme-là, à côté du combat conventionnel contre le franc CFA, où
la population aspire, en tout cas, ou la société civile aspire de plus en plus à une souveraineté absolue, à une banque centrale africaine gérée par les Africains sans contrôle extérieur, à l'impression de la monnaie sur le sol africain, etc. À côté de ça, il y a ce qui peut servir, même dans le mécanisme franc CFA, d'alternative à tous ces éléments. Un peu comme on a aujourd'hui avec Orange Money, où des sommes sont générées, même sans la présence physique de l'argent auquel elles se rapportent. Un peu comme la bancarisation. Évidemment, en évitant les pièges que cela peut arriver. Enfin, dans le cas de la bancarisation, quand vous avez inscrit 1 milliard qui n'existe pas physiquement, vous pouvez avoir le problème au moment du retrait. Mais voilà, enfin, juste comme ça pour illustrer en disant, lorsqu'on est dans cette logique de la crypto-monnaie, il faut que, après, avec l'échange avec l'échange entre l'État et les acteurs et les créateurs d'un tel projet, soit déterminé le mécanisme d'utilisation qui ne fait pas perdre quand même, parce que pour qu'une société fonctionne, il faut qu'il y ait un organe régulateur qui est l'État, malgré tout. Et voilà, il faut qu'il y ait une entente entre les initiateurs d'un projet et l'appareil central et étatique pour qu'il n'y ait pas de débordement, pour que l'homme ne devienne pas un loup pour l'homme, pour que les choses n'aillent pas dans tous les sens. Et il faut justement, surtout, une discussion sur les principaux manquements d'impôts, parce qu'aucun système financier n'est parfait. Vous avez vu, en 1973, on est sorti de l'étalon or. Aujourd'hui, on parle de revenir peut-être à l'étalon or, notamment pour empêcher la Réserve fédérale américaine d'imprimer tout azimut de l'argent pour... ce qu'elle fait déjà. Ce qu'elle fait de toute façon. Voilà, où parfois il y a des complications sur les bons de trésor, les incapacités de remboursement, et la Chine qui vient profiter, enfin, ce qui porte préjudice à la fois aux États-Unis, parce que l'État se retrouve hyper endetté et soumis aux dictats des gens qui étaient autrefois leurs vassaux, la Chine notamment. Donc en fait, grosso modo, dans un projet comme celui-là, justement, déterminer les manquements, les insuffisances et anticiper déjà comment les gérer au cas où elles surviendraient. Très bien. Et justement, nous sommes presque à la fin de cette émission, Wilfried. Comment expliquer le grand succès de ce projet? Par exemple, nous avons lancé le premier round le 2 février 2018. Donc nous sommes à environ 5 mois et demi. Nous sommes à peu près de 40 000 Africains, pratiquement de tous les pays du continent et même hors du continent, dans plus de 1200 villes à travers le monde entier. D'après vous, qu'est-ce qui explique cet engouement du peuple africain à avoir son propre mécanisme de financement participatif, sa propre crypto-monnaie à terme qui est le Fricacon? Qu'est-ce qui peut justifier cela? Et à votre avis, quel conseil pourrez-vous donner aux administrateurs, aux promoteurs ou les personnes qui ont eu l'idée du Fricacon? Quels sont les conseils que vous voulez donner? Quels sont les conseils pour donner aux populations africaines qui ont beaucoup d'arguments pour ce projet? Disons que le départ, il est bon. Gardons à l'esprit qu'il y a 1 milliard d'Africains sur le continent. Et pour un départ, pour un projet initial, il y a quelques mois, 40 000, c'est assez impressionnant, évidemment. Bon, si la tendance continue, si le mouvement continue comme ça, de manière constante ou de manière crescendo, de manière croissante, bon, on atteindra certainement le 1er million dans quelques temps. Et là, on aura la confirmation de l'engouement de départ, parce qu'il y a l'effet surprise, il y a l'effet nouveauté. Et maintenant, il faut la confirmation. Alors, c'est très intéressant parce que, pourquoi est-ce qu'il s'y intéresse? Il s'y intéresse, c'est intéressant parce que les Africains, mine de rien, ne sont pas une entité homogène où tout le monde veut la même chose de la même façon. Au sein des Africains, il y en a qui sont fiers de nouvelles technologies. Il y en a qui se disent, voilà, avec les facilitations, qui ont déjà compris la facilitation que ça peut apporter, du moins pour eux, et qui, avec cette facilitation-là, bon, la capacité de payer à distance, la capacité de payer quand on n'est pas là, la capacité de payer sans avoir du liquide sur soi, la capacité de savoir que pour peu qu'on a son appareil avec soi, on n'a pas à craindre de perdre les billets ou de les oublier quelque part, ou ce genre de choses. Donc voilà, ça apporte ces avantages-là. Et pour ceux qui ont l'idéologie derrière, qui se disent que, étant donné que par exemple dans le cas de l'Afrique francophone, le franc CFA, il est encore là et qu'il nous énerve, certains se disent, bon, à titre personnel, je vais déjà, en utilisant cette crypto-monnaie, me débarrasser à titre personnel des contraintes de la monnaie actuelle, de la monnaie franc CFA actuelle. Maintenant, le conseil à donner, c'est que ne perdons pas à l'esprit que
Et, de la même façon qu'on ne nous a pas laissé sortir de la servitude monétaire de manière conventionnelle, la partie d'en face, tout le monde, enfin tous les grandes puissances n'auront intérêt à laisser les Africains procéder ainsi que lorsqu'ils verront que ça ne nuit pas à leurs propres intérêts. Ils pourront essayer de manière par l'affrontement direct ou alors de manière un peu plus subtile, un peu plus sournoise d'accompagner même ce projet en y mettant des mécanismes qui vont les favoriser et dont il faut y faire très attention et surtout ne pas oublier le combat conventionnel, je parle surtout des pays de la zone franc parce qu'ils sont le plus soumis. Les pays de la zone anglophone n'ont pas ce problème parce que ayant leur monnaie personnelle, adhérer à la crypto-monnaie n'est pas un signe de protestation envers la monnaie existante, mais juste une volonté d'évolution. Pour nous qui sommes dans la zone franc CFA, où nous avons déjà en guise de... où nous avons déjà le problème franc CFA, la crypto-monnaie, pour ces promoteurs revêt cette double fonction-là. Elle est d'abord une évolution du système actuel, et après elle est une contestation de ce système-là qui est géré par des entités qui ne sont pas nous. Donc ne pas perdre à l'esprit le combat de la monnaie matérielle, le mener en même temps le mener en parallèle parce que à y regarder plus profondément, les deux démarches ne sont pas contradictoires, ne sont pas opposées les unes aux autres. Donc voilà. En tout cas, ce qui est important, c'est que, dans l'absolu, les mécanismes monétaires de l'Afrique par les Africains servent aux Africains à long terme. Ça pourrait être la crypto-monnaie déjà, de facto, tout simplement. Ça pourrait être la sortie conventionnelle de la vassalisation monétaire. Ça pourrait être, justement, après la sortie de la vassalisation monétaire, l'adoption d'une version améliorée qui est, justement, la monnaie électronique. Ça peut être, justement, sous la forme... que vous avez présenté. Oui, ça peut être sous une autre forme qui peut-être vous viendra même à l'esprit. Après, vous direz, j'abandonne, non pas que j'abandonne le projet Africa Coin, mais plutôt j'y ajoute un élément, parce qu'il y a quelque chose qui m'a échappé, il y a quelque chose maintenant que je vois qui me permet même de prendre de l'avance par rapport aux pays occidentaux qui ont déjà pensé. Ce qui est sûr, c'est que la monnaie est un mécanisme très fluctuant. Le mécanisme monétaire, il y a 3000 ans, n'est pas le même qu'il y a aujourd'hui, n'était pas le même qu'il y a... Même 100 ans, c'était pas identique. Oui, c'est ce que je voulais dire, n'était pas le même qu'il y a 50 ans, qu'il y a 100 ans. La monnaie est un dynamisme absolu. La monnaie évolue, c'est dynamique à tous les niveaux. Tous les 5-10 ans, même le design de la monnaie est modifié pour empêcher la copie. Le système de bancarisation, le système de gestion monétaire, le modèle économique, en fait, voilà. Donc, arrimer tous ces éléments-là, ça demande en tout cas du changement. Alors que les Africains, maintenant, de manière générale, soient conscients de cela, soient conscients que l'économie est un fleuve qui coule. L'eau n'est jamais la même à des moments différents. Ce sont les philosophies grecques qui nous les ont enseignés, qui nous l'ont enseigné, et en tout cas la sagesse africaine l'enseigne aussi. Les plantes perdent leurs feuilles, les fruits mûrissent, tombent et tout. En fait, l'être humain, la façon dont l'être humain a conçu son environnement n'est qu'une copie de ce que la nature faisait déjà sans l'être humain, c'est-à-dire un changement permanent ou un retour permanent à ce qu'il y avait déjà, mais en tout cas il y a un dynamisme et l'économie ne déroge pas à les règles. L'économie, les finances, ou l'économie, finance numérique ne déroge pas à la règle, alors que les Africains soient prêts à accepter les nouveaux changements, qu'ils ne soient pas choqués, qu'ils se disent la seule raison pour laquelle ce projet m'effraie, c'est que je ne le connais pas, mais que le fait de ne pas connaître un projet n'est pas un argument assez solide pour en avoir peur. Au contraire, il faut s'y pencher, voir si on en est convaincu et avec la pertinence qui caractérise, je vais bien le croire, ceux qui présentent des projets comme ceci, les Africains finiront par y adhérer, un peu comme on les exhorte à adhérer à l'idéologie de sortie du franc CFA et à la capacité des Africains à gérer eux-mêmes leur monnaie personnelle, aussi bien liquide que sous forme électronique. Ok. Merci infiniment, Wifute Kanga. Vraiment, nous sommes heureux que vous nous ayez fait l'honneur de venir chez nous, de nous rendre visite. Nous espérons que nous aurons avoir l'occasion de nous revoir. Et merci encore une fois de plus. Merci pour tous les éclaircissements que vous avez apportés aux populations africaines, aux peuples africains à propos du Africa Coin. Et merci d'avoir accepté d'être notre invitation. Chers Africains, chers Africa Coiners, chers téléspectateurs de la chaîne Africa Television de l'émission FinTech, merci d'avoir regardé cette émission. Un seul mot, africacoin.com. Bonsoir.